Imaginez que 9 années de votre vie soient effacées, pas seulement perdues, mais complètement disparues. Puis des années plus tard, on vous retrouve à 20 000 kilomètres de distance, méconnaissable, mais vous ne pouvez plus parler, plus vous souvenir, vous n'êtes même plus humain. Ce n'est pas seulement une histoire d'horreur, c'est l'histoire vraie de Pierre et Marie, deux jeunes Français, dont la disparition dans les profondes forêts, Russe et la découverte, 9 ans plus tard, révélerait les secrets les plus sombres de la nature humaine. Cette histoire montre comment même l'amour peut se transformer en sauvagerie, à quel point la civilisation est fragile. Et le plus terrifiant, la personne qui les a trouvés ne pourra plus jamais dormir après ce qu'elle a vu. Notre histoire commence en juin. Pierre Dubois était un photographe talentueux de 28 ans. Il vivait à Lyon et gagnait sa vie en photographiant la nature. À ses côtés se trouvait Marie Leroy, une jeune médecin de 26 ans. Tous deux aimaient l'aventure, passer leur week-end en montagne, explorer des lieux inconnus. Ils étaient ensemble depuis 2 ans et prévoyaient de se marier. Le rêve de Pierre était de photographier les coins les plus reculés du monde. Il rêvait de travailler pour des magazines comme National Geographic. Marie, bien que concentrée sur sa carrière médicale, comprenait et soutenait la passion de Pierre. Les voyages qu'ils faisaient ensemble renforçaient leur relation. Au printemps de cette année-là, Pierre saisit une grande opportunité. Un magazine français de la nature lui proposa de faire des prises de vue dans les régions reculées de la Russie. Le sujet portait sur l'impact du changement climatique sur les forêts sibériennes. C'était une opportunité qui pouvait faire sa carrière. Le magazine couvrirait tous les frais et donnerait à Pierre une liberté totale de travail. Marie hésita d'abord. La Russie était très loin, et elle avait un programme de travail intensif à l'hôpital à cette époque, mais voyant l'enthousiasme de Pierre, elle décida de le soutenir. Elle prit 2 semaines de congé et décida de partir en Russie avec Pierre. Début juin, notre couple s'envola de Lyon vers Moscou. De là, ils se rendirent à Krasnoyarsk. Le plan était de partir de là en voiture, vers le nord, pour atteindre des zones forestières vierges qui n'avaient jamais été photographiées. L'objectif de Pierre était de documenter des régions restées complètement naturelles, sans aucune intervention humaine. À Krasnoyarsk, ils passèrent une semaine à se préparer. Ils parlèrent avec des guides locaux, étudièrent les cartes, vérifièrent leur équipement photographique professionnel, matériel de camping, nourriture et eau suffisante, appareil GPS, téléphone satellite, tout était prêt. Marie, en tant que médecin, avait aussi préparé une trousse de premiers secours. Les guides locaux les mirent en garde contre le fait d'aller trop profondément dans la forêt. Ces régions étaient cartographiquement incomplètes. Le signal GPS s'affaiblissait, voire disparaissait complètement. De plus, il y avait des ours dans la région, mais Pierre était déterminé. Pour obtenir des images d'une telle pureté, il fallait prendre des risques. Le dernier soir, Marie envoya un message à sa famille. Ce serait le dernier message qu'il recevrait d'elle. Le 15 juin, ils partirent de Krasnoyarsk, tôt le matin, avec leur véhicule UAZ de location. Ils roulèrent d'abord sur des routes goudronnées, puis les routes de terre commencèrent. L'après-midi, les routes cessèrent complètement. Pierre se dirigea vers la région la plus vierge de la forêt. Selon les coordonnées, le premier jour se passa sans problème. Ils photographièrent des paysages magnifiques. Le soir, ils montèrent leur tente, firent un feu, mangèrent de la nourriture en conserve. Marie écrivit dans son journal des détails sur cette journée, parfaite, dans la nature intacte. Le deuxième jour, ils allèrent encore plus profondément. Pierre recherchait particulièrement les forêts de croissance ancienne. Il voulait photographier des pins géants centenaires. Le signal GPS commençait à s'affaiblir,
mais n'était pas encore complètement coupé. En installant le camp le soir, Marie semblait un peu inquiète. Pierre était en revanche enthousiaste. Il parlait déjà du grand lac, indiqué sur la carte, qu'il voulait trouver le lendemain. Le troisième jour, tout changea. Quand ils se réveillèrent le matin, le ciel était couvert par temps brumeux et froid. Ils se mirent en route. Le appareil GPS ne captait plus de signal. Ils avançaient à la boussole, mais la forêt était si dense qu'il devenait difficile de s'orienter. À midi, ils réalisèrent qu'ils étaient complètement perdus. Tout semblait identique. Forêt de pins denses, collines rocheuses, ruisseaux. Pierre regardait la carte, mais rien ne semblait familier. Le temps gris et brumeux dura toute la journée. Le soir venu, tous deux durent accepter la réalité. Ils étaient perdus. Cette nuit-là, ils dormirent très peu. Le matin suivant, ils décidèrent de faire demi-tour. Mais quelle direction était le retour? Tout semblait identique. Le GPS ne fonctionnait pas. Le téléphone satellite ne captait pas non plus. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Le quatrième jour fut horrible. Ils marchaient depuis le matin, mais la forêt semblait ne jamais finir. Pierre comprenait grâce à sa carte qu'ils étaient au milieu d'une immense zone forestière. La localité la plus proche était à au moins 100 kilomètres. Marie essayait de penser de manière pratique. Ils trouvèrent un ruisseau et commencèrent à le suivre, mais le ruisseau les mena encore plus profondément. Le soir venu, ils étaient dans une région complètement inconnue. Autour d'eux, il n'y avait qu'une forêt infinie. Le cinquième jour, leur nourriture commença à s'amenuiser. Ils avaient apporté assez de nourriture pour 2 semaines, mais contrairement au plan, ils étaient obligés de marcher constamment. Leurs dépenses énergétiques étaient énormes. Marie essayait de garder son sang-froid professionnel de médecin. Elle réfléchissait à un plan rationnel de survie. Le plan était simple. Si le soleil apparaissait, ils marcheraient vers le sud. Le sud était la direction de Krasnoïarsk. Ils chercheraient de l'eau, essaieraient de se nourrir de fruits et de champignons. Pierre n'avait pas d'expérience de chasse, mais peut-être pourrait-il pêcher. Le 6e jour, le premier problème sérieux survint. Marie se foula la cheville. Elle glissa et tomba sur un terrain rocheux. Sa cheville commença à enfler. Elle ne pouvait plus marcher aussi vite qu'avant. Pierre refusa catégoriquement de la laisser. Mais la réalité était que l'état de Marie les ralentissait. Ils ne pouvaient désormais avancer que de quelques kilomètres par jour. À la fin de la première semaine, leur situation était devenue critique. Leur nourriture était presque épuisée. La cheville de Marie ne guérissait pas. Elle empirait même. Pierre fouillait constamment la forêt, à la recherche de choses comestibles. Champignons, mûres, pommes de pin. Ils essayaient tout. Marie utilisait ses connaissances médicales pour analyser la situation. L'eau était disponible, c'était bien, mais il fallait des protéines. Il devait d'une manière ou d'une autre trouver de la viande. Pierre n'avait jamais chassé, mais maintenant il y était obligé. Il essaya de construire des pièges simples. Les premières tentatives échouèrent. Finalement, il attrapa un petit lapin. Tous deux furent contraints de manger de la viande crue. La 2e semaine, leur état mental commença aussi à se dégrader. Marie pleurait constamment. Pierre essayait de la consoler, mais lui-même sombrait dans le désespoir. Ils avaient maintenant beaucoup maigri. Leurs vêtements étaient déchirés, sales, leurs cheveux emmêlés. L'infection du pied de Marie se propageait. Ses antibiotiques étaient épuisés. La 3e semaine, les hallucinations commencèrent. La faim et la fatigue affectaient leur esprit. Pierre prétendait entendre des voix au loin. Marie disait voir sa mère la nuit. Un matin, Marie se réveilla brûlante de fièvre. L'infection s'était propagée dans tout son corps. Pierre était impuissant. Les fournitures médicales étaient épuisées. Il porta Marie dans ses bras jusqu'au lac, essayant de faire baisser sa fièvre avec l'eau froide. Marie murmurait dans son délire. Pierre ne comprenait plus ses mots. Elle était en train de mourir dans ses bras. La 4e semaine, Marie mourut. De la fièvre et de l'infection,
Pierre regarda la femme, qu'il aimait s'étendre dans ses bras. D'abord il nia, puis il se mit en colère, puis il devint complètement fou. Pendant des jours il parla au cadavre de Marie. Il essayait de lui donner à manger, il essayait de la réveiller. Il ne pouvait pas accepter la réalité. Finalement, quand le corps commença à pourrir, Pierre l'enterra au bord du lac. Il creusa la terre avec ses mains, la recouvrit. Il fit une tombe avec des pierres par-dessus. À partir de ce moment, Pierre changea complètement. Il ne parlait plus, il restait silencieux pendant des jours, ne se concentrant que sur la survie. Il construisit des pièges de chasse. Il apprit à pêcher, fruits, champignons, insectes, il mangeait tout. Ses vêtements s'usèrent complètement. Il se fit des couvertures simples avec des peaux d'animaux. Ses cheveux et sa barbe poussèrent, sa peau noircit du soleil et du vent. Les 5e et 6e mois, Pierre devint complètement sauvage. Il ne se comportait plus comme un humain. Il marchait à 4 pattes, émettait des sons comme les animaux. Il mangeait de la viande crue, n'utilisait plus ses mains, mangeait avec sa bouche. Mentalement aussi, il avait beaucoup changé. Il ne se souvenait plus du passé. L'identité de Pierre avait disparu. Seuls les instincts de survie restaient. Quand l'hiver arriva, Pierre commença à se déplacer vers le sud. Instinctivement, il cherchait la chaleur. Il marcha pendant des jours, mais il avait complètement perdu le sens de l'orientation. Parfois il allait au nord, parfois à l'est. Cette migration dura des années. Pierre erra dans les vastes forêts de Sibérie. Parfois des mois passaient sans qu'il rencontre aucun humain. Il croisa des ours, des loups. Certains l'attaquèrent, d'autres le laissèrent tranquille. Il fut blessé plusieurs fois. Traces de griffes d'ours, marques de morsures de loup. Mais il guérit, sa résistance corporelle augmenta. Il était maintenant très résistant au froid, à la faim, à la maladie. La 3e année, il oublia complètement comment parler. Il n'émettait plus que des sons comme les animaux. La 4e année, il oublia comment marcher. La plupart du temps, il se déplaçait à 4 pattes. La 5e année, les expressions humaines de son visage disparurent. Son regard était vide, sans signification. La 6e année, il se transforma complètement en animal sauvage. Alimentation, sommeil, accouplement. Seuls les instincts de base restaient. Les 7e et 8e années, il avança encore plus au nord. Il était maintenant à des milliers de kilomètres de son point de départ. La 9e année, il arriva jusqu'aux frontières du Yakoutsk. Là, il rencontra des chasseurs nomades évanques. En août 2024, le chasseur évanque, Dimitri Nakrovski, effectuait une expédition de chasse de routine. Il suivait des troupeaux de rennes. Dans les profondeurs de la taïga, il tomba sur un spectacle qu'il n'attendait absolument pas. Dans une petite vallée, il y avait un ancien site de campement. Mais ce n'était pas un camp normal. Autour, il y avait les traces d'une vie de 9 années complète. D'adossement, abri primitif, outils en pierre. Quelqu'un avait vécu ici, pendant longtemps. Quand Dimitri examina de plus près, il rencontra un humain sauvage, complètement nu, cheveux et barbe longs, peau bronzée, créature puante. Il se déplaçait à 4 pattes, émettait des sons incompréhensibles. Au premier instant, Dimitri eut peur. Était-ce un humain ou une créature inconnue? Mais ensuite, au trait du visage, il comprit que c'était un humain. Un humain arrivé à un état très horrible. La créature, il n'était plus nécessaire de l'appeler Pierre, tenta de s'enfuir paniquée en voyant Dimitri, mais elle était très faible. Elle tomba. Makazinti s'approcha lentement. Sur le corps de la créature, il y avait des traces de vieilles blessures. Griffes d'ours, morsures de loup, traces de gelure. Mais le plus surprenant était qu'elle soit encore en vie. Elle avait survécu seule dans la nature sauvage sibérienne pendant 9 ans. Dimitri signala la situation aux autorités locales.
Quelques jours plus tard, une équipe arriva. Il y avait un médecin, un psychologue, un traducteur. Calmer et transporter la créature fut très difficile. Elle essayait constamment de s'échapper, émettait des sons d'animal sauvage. La créature fut amenée à la ville de Yakoutsk. Là, elle passa par un contrôle de santé complet. Les médecins n'avaient jamais vu un cas pareil auparavant. Cet humain était complètement devenu sauvage. L'examen corporel révéla des détails choquants. Les mains et les pieds étaient déformés à force de ramper constamment au sol. Les dents étaient usées par la consommation de viande crue. La peau s'était épaissie à force de rester en plein air pendant de longues années. La découverte la plus intéressante était les vieilles blessures sur son corps. C'étaient les traces d'attaques d'animaux sauvages. Mais la plupart de ces blessures avaient guéri sans intervention médicale professionnelle. Cela montrait à quel point sa résistance corporelle avait augmenté psychologiquement. Il était complètement irréversible. Il ne parlait pas, ne comprenait pas, ne réagissait pas. Un test d'intelligence ne put être effectué, car il ne pouvait se concentrer sur rien. Il ne s'excitait qu'en voyant de la nourriture. Autrement, il était complètement indifférent. Leur identification prit longtemps. Empreintes digitales, analyse ADN furent effectuées, mais il n'y avait aucun enregistrement dans aucune base de données. Qui était cette personne? D'où venait-elle? Comment était-elle arrivée jusque-là? La percée vint la 3e semaine. L'échantillon d'ADN prélevé sur son corps correspondit dans la base de données des personnes disparues d'Interpol. C'était Pierre Dubois, le photographe français disparu près de Krasnoïarsk 9 ans plus tôt. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans les médias mondiaux. L'homme disparu 9 ans plus tôt avait été retrouvé à 20 000 kilomètres de distance, dans un état complètement sauvage, mais il n'y avait aucune trace de l'autre disparu, Marie. Quand la famille de Pierre apprit la situation, elle fut choquée. Apprendre que leur fils était vivant était réjouissant, mais les conditions de sa découverte étaient très horribles. Ce n'était pas Pierre, c'était une créature sauvage vivant dans le corps de Pierre. Le gouvernement français voulut ramener Pierre dans le pays, mais les médecins dirent que cela pourrait être dangereux. Pierre ne pourrait pas s'adapter à la civilisation. Tout changement pourrait le traumatiser encore plus. Les psychiatres essayèrent de communiquer avec lui. On lui montra des photos d'enfance. On lui parla français. On fit jouer de la musique. Rien ne marcha. Pierre ne reconnaissait rien. Son passé était complètement effacé. Le moment le plus dramatique fut la visite de sa famille. Ses parents étaient venus voir leur fils, mais Pierre ne leur montra aucune réaction. Il les regarda comme s'il ne les connaissait pas du tout. Sa mère pleura amèrement. Les médecins expliquèrent la situation. Pierre avait subi des dommages complètement irréversibles, suite à un traumatisme prolongé et à l'isolement. Son cerveau était resté en mode survie. Toutes les autres fonctions avaient été effacées. C'était une condition très rarement vue dans la littérature médicale. Syndrome humain féral, syndrome de l'humain sauvage. Quand l'humain était complètement coupé de la civilisation, il pouvait s'animaliser. Après que Pierre fut trouvé et son identité établie, le sort de Marie devint un grand point d'interrogation. Les autorités russes lancèrent une opération de recherche complète. Les régions où Pierre avait vécu pendant 9 ans furent passées au peigne fin. Les recherches durèrent 1 an. Finalement, dans l'une des régions où Pierre avait vécu dans le passé, au bord du lac, des ossements furent trouvés. L'examen initial révéla qu'il s'agissait d'ossements humains. Une analyse ADN fut effectuée. Le résultat fut choquant. Ces ossements appartenaient à Marie Leroux, mais l'état des ossements était très intéressant. Certains étaient brisés, certains écrasés. L'examen médical
révéla une réalité très surprenante. Marie n'était pas morte naturellement. Les fractures des ossements indiquaient une intervention extérieure. Les dommages au crâne montraient qu'elle avait été frappée avec un objet contondant. Les fractures aux côtes prouvaient aussi qu'une violence avait été exercée. Mais la découverte la plus choquante fut que des traces de couteau furent trouvées sur certains os. Cela montrait que le cadavre avait été dépecé. Certains ossements du lac manquaient, probablement emportés par des animaux sauvages. Les experts en médecine légale arrivèrent à la terrible vérité. Marie aurait pu mourir de maladie. Mais Pierre avait fait des choses très différentes avec son cadavre. Pendant son effondrement mental, il l'avait démembré, avait même peut-être mangé certaines parties. Cette découverte expliquait le début de la vie sauvage de Pierre pendant 9 ans. La mort de la femme qu'il aimait l'avait rendu fou, mais l'instinct de survie l'avait poussé au cannibalisme. Le premier goût de chair humaine l'avait complètement changé. Quand l'histoire filtra dans les médias mondiaux, elle créa une énorme sensation. Les gros titres « Homme sauvage » furent dans tous les journaux. L'état de Pierre souleva des questions fondamentales sur l'humanité. Les scientifiques examinèrent le cas de Pierre. C'était l'exemple le plus extrême de la nature humaine. À quel point le vernis de la civilisation était-il mince? En combien de temps un humain pouvait-il s'animaliser? Les psychologues considérèrent l'histoire de Pierre comme une étape importante dans la littérature sur les traumatismes. Mais les questions morales étaient aussi très complexes. Ce que Pierre avait fait à Marie était-il une maladie ou un crime? L'opinion publique française se divisa en deux. Certains voyaient Pierre comme une victime et ressentaient de la compassion pour lui. D'autres soutenaient qu'il était un cannibale, dangereux pour la société. Les gouvernements s'accordèrent sur le fait que ce cas devait être gardé secret. La société pourrait être trop choquée. Cela pourrait créer la panique. L'histoire complète de Pierre ne fut partagée qu'avec les scientifiques. Les comités d'éthique débattirent du traitement de Pierre, essayaient de lui enseigner une vie normale. Était-il humain ou était-ce de la torture? Il avait maintenant évolué vers une forme de vie différente. Pierre resta dans un établissement spécialisé à Yakoutsk. Là, il reçut des soins spéciaux, mais il n'y eut jamais de guérison. Au contraire, avec le temps, il empira. Il ne put s'adapter à la vie civilisée. Il paniquait dans les espaces fermés. Il essayait de casser les fenêtres. Il ne mangeait pas dans une assiette, mais par terre. Il criait la nuit et restait éveillé le jour. Il y eut des tentatives d'agression contre les soignants. 2 ans plus tard, l'état de santé de Pierre empira encore. Son système corporel ne pouvait s'adapter à la vie civilisée. Ses organes internes s'étaient usés. Sa durée de vie s'était raccourcie. En hiver 2026, Pierre mourut. La cause de décès était une défaillance multi-organique. Son corps ne pouvait plus résister. Les médecins dirent qu'il avait beaucoup souffert dans ces dernières années. Son corps fut ramené en France, à la demande de sa famille. À Lyon, il fut enterré lors de funérailles secrètes. Sur la pierre tombale était écrit seulement « Pierre Dubois, Nice ». Son histoire n'était pas mentionnée. Les ossements de Marie furent aussi ramenés en France. Elle fut aussi enterrée à Lyon, à côté de Pierre. Les deux amoureux se retrouvèrent après 9 ans, mais cette fois, pour l'éternité. Après la mort de Pierre, les recherches continuèrent. Les scientifiques essayèrent de cartographier son voyage de 9 ans. Dans différentes régions de Sibérie, les lieux où Pierre avait vécu furent trouvés. Chaque site de découverte montrait une étape différente de son évolution. Les abris qu'il construisit dans les premières années portèrent encore les traces de l'intelligence humaine. Ce construit les années suivantes devenait progressivement plus primitif. Dans le plus ancien site de Caen, des notes écrites par Pierre lui-même furent trouvées en français, mais d'une écriture très désordonnée, décrivant ses derniers moments de lucidité. Les dernières notes n'étaient que de simples griffures. Pierre avait aussi oublié comment écrire.
en suivant la route migratoire de Pierre. Les chercheurs, rechercheurs d'autres humains, sauvages, vivant dans les profondes forêts de Sibérie. Pierre, était-il le seul? Y en avait-il d'autres? Cette recherche n'est pas encore terminée, mais une chose est certaine, les forêts immenses de Sibérie cachent encore beaucoup de secrets, et certains de ces secrets peuvent être beaucoup plus horrifiants que ce que l'esprit humain peut supporter. L'histoire de Pierre et Marie est l'épopée tragique de l'âme humaine, écrasée sous la puissance de la nature. Ce qui avait commencé comme un innocent voyage photographique se transforma en l'une des expériences les plus sombres de l'histoire. Cette histoire porte un avertissement important pour l'humain moderne. Notre vie entourée de technologies nous laisse impréparés face aux difficultés de la nature. GPS, téléphone satellite, équipements modernes, tout cela nous donne confiance. Mais cette confiance peut être une illusion très dangereuse. Les forêts sibériennes étaient les derniers témoins de l'histoire de Pierre et Marie. Là était écrit à quel point la civilisation était fragile, à quelle vitesse l'humain pouvait devenir sauvage. Cette leçon était une réalité amère que tout le monde devait apprendre. Dimitri Nakhovski n'oublia jamais le jour où il trouva Pierre. Le vide dans ses yeux sauvages, l'humanité perdue, s'était gravé dans sa mémoire. Parfois la nuit, ce moment lui revenait à l'esprit, et il ne pouvait pas dormir. Dans ses yeux, disait Dimitri, il n'y avait rien, ni douleur, ni joie, ni peur, juste le vide, l'état où l'âme humaine était complètement détruite. L'histoire de Pierre se termine ici, mais ce qu'il a vécu maintient encore à l'ordre du jour des questions qui doivent être questionnées sur l'humanité. La civilisation est-elle vraiment si forte? Comment la nature humaine change-t-elle dans des conditions difficiles? Et le plus important, ce qui est arrivé à Pierre, peut-il nous arriver à tous? Chercher des réponses à ces questions pourrait être la meilleure façon de respecter la douleur de Pierre et Marie. Leur histoire n'est pas perdue. Elle continuera à vivre dans la mémoire de l'humanité comme un avertissement. Les forêts sibériennes sont encore silencieuses. Elles cachent encore leurs secrets. Et qui sait, peut-être attendent-elles d'autres pierres, d'autres mains. Les profondeurs de la nature resteront toujours là, comme derniers témoins, rappelant les limites de la civilisation.